Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 10 commandements. Non pas la version de 1956 avec Charlton Heston que tout le monde connaît, mais la version de 1923, réalisée par le même gaillard, Cecil B. 2000. Un grand classique, vraiment, j'aurais pas cru, mais c'est vachement bien. C'est un film avec plein d'acteurs. Alors, je vais en citer une ribambelle, mais c'est qu'il y a un petit truc particulier par rapport aux acteurs et par rapport au film. Donc il y a Theodore Roberts, Charles de Rochefort, Estelle Taylor, Richard Dix, Rod LaRocque, Eddie Chapman et Béatrice Joy. Que des noms qui ont la classe, je trouve. C'est un film qui a coûté 1 475 000 $. C'était très cher à l'époque. Il a rapporté un tout petit peu plus de 4 millions à ce que j'ai lu dans les reviews anglaises. J'ai beaucoup cherché d'informations dans les textes anglais. En France, on ignore un petit peu ce film, mais je suis sûr que dans les milieux très élitistes, ils connaissent bien sûr cette version de 1923 qui est super intéressante. Le film dure quand même 2h16, on se croirait aujourd'hui en 2015. Il dure 2h16 et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Alors je fais une pause, parce que généralement, vous le savez, au bout de la première minute, tout est déjà dit. Je ne fais jamais des synopsis très très longs. Mais il faut comprendre une petite chose avec ce film. C'est qu'il fait un truc que j'ai pas l'habitude de voir du tout. Il a fait un truc incroyable. On commence avec l'Exode, vers la Terre Promise, la traversée de la mer Rouge, le truc épique quoi, la fausse idole aussi. Puis il y a un machin hallucinant qui se passe. C'est que les 10 commandements s'arrêtent là, sur la sentence, la punition avec les éclairs. C'est-à-dire qu'on arrive à 50 minutes du film, et le film fait 2h16. Et là, vous êtes totalement en droit de me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Et c'est là que le film, il est ultra cool. C'est qu'on a un plan général, il me semble, sur les gens qui souffrent et qui s'affolent comme des petits animaux, avec Moïse qui les sermonne avec des éclairs de tous les côtés. Et puis tout d'un coup, on a un long fondu sur des visages contemporains. 3 visages en fait. Et on lit la Bible. On a cet épisode de l'Exode qui est narré par une vieille femme à ses 2 fils. L'un mauvais garçon et l'autre pieux. Et on bascule dans un épisode contemporain. Et le film devient une mise en abîme de 50 minutes. Et c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Enfin, de mémoire, il n'y a rien qui peut avoir un équivalent. Vous avez peut-être des machins du style, par exemple... je crois que Kevin Lima, quand il avait fait Il était une fois, Enchanted, je crois en anglais, on commence avec de l'animation en dessin, et puis tout d'un coup, on a la princesse et le prince charmant du conte de fées en dessin qui arrivent dans le monde réel, un truc comme ça. Ou par exemple dans Hook, c'est la revanche du capitaine Crochet, c'est l'île imaginaire, mais pendant au moins 30 minutes de film, on est dans un espèce de petit drame familial et tout ça. Et bien là, il nous montre un truc épique comme tout pendant 50 minutes et après on a un drame contemporain. Ça c'est couillu. Et je vais revenir dessus juste après. Alors beaucoup de gens connaissent la version de 1956, mais ils ne savent pas forcément que 2000, il avait fait une version bien avant, en 1923. Vous vous rendez compte ? C'est quand même assez dingue. Et je suis tellement content de l'avoir vu, parce que je vais revenir sur la version de 1956 et je n'avais pas prévu de regarder celle de 23. Mais je me suis dit, il faut un peu parler des vieux films. Quand je parle de vieux films, c'est pas « Oh, les années 70, c'est vieux. Oh, les années 60, c'est vieux. » Non. Je parle de vieux films. Celui de 23, c'est un vieux film. Et je suis content de l'avoir vu. Et je suis encore plus content de vous en parler. J'espère que je vais pouvoir, dans les prochaines dizaines de minutes, parce que je crois qu'elle va être longue, cette critique, j'ai 8 pages devant moi, mais j'espère que je vais pouvoir vous communiquer l'énergie, le peps, la joie que j'ai eue en découvrant ce film. Car peut-être que ça vous donnera envie de le voir à votre tour. C'est ce que je souhaite, bien sûr, quand je fais ce travail-là, quand je vous propose des vidéos sur des films qui ne sont pas super connus. Alors ce film, c'est 2 films en fait. Et c'est ça la vraie surprise. La première partie
elle est beaucoup plus centrée sur la sortie d'Égypte. On joue sur une ellipse, parce qu'on n'a pas tout. On n'a pas tout le récit qu'on voit par exemple dans la version de 56. Enfin, c'est pas vraiment une ellipse, mais le récit commence bien plus tard. On a la présentation avec Moïse qui arrive dans la cour de Pharaon, et on a le fils qui arrive et qui dit à son père « Oh là là, encore celui-là, mais on a déjà eu 9 plaies !» Ça veut dire qu'il y a eu déjà un passé qui se déroulait derrière. Et ça, je trouve plutôt intéressant parce que c'est vrai que généralement, dans beaucoup de récits, on a une situation initiale qui est la situation de base. Et après, on va avoir tout un développement. Mais on n'a jamais vraiment un passé, beaucoup de choses qui se sont passées avant. Et bien là, on a tout un background qu'on connaît en plus, et qui nous est complètement éludé. Et tu te dis, ah ok d'accord, on n'aura pas les plaies d'Égypte en fait, on aura juste la dernière, la plus dangereuse j'ai envie de dire. Peut-être aussi la plus simple à mettre en scène, pour une époque quand même 1923. Oui, ça arrivait quand même à faire des éclairs, mais des fois je pense que ça peut être un petit peu compliqué. Et ce film est le témoin de production épique. Très tôt quand même dans le cinéma américain. Je pense bien sûr à Intolérance, de David Ward Griffiths. Il y a un vrai lien, je pense qu'on peut faire, entre cette première partie du film et Intolérance de Griffiths. Je disais précisément dans un débat sur Intolérance que vous avez sur la chaîne Akiran Soliste, donc un débat sur lequel je suis intervenu, qui disait que Intolérance n'a pas eu un impact important à cause de son échec. Eh bien, j'ai eu tort sur 2 aspects. Sur les décors et la narration. Car ce parallèle, même si on n'a pas le montage qui va avec, entre ce qui se passe à la sortie d'Égypte et la morale des 10 commandements, et ce qui se passe dans le monde contemporain, on retrouve ça complètement, mais complètement, dans notre film du jour. Alors on a le passage avec l'idole, avec les mecs qui font la fête et tout ça, et de l'autre côté on a Moïse, qui est en train de voir les 10 commandements lui arriver en lettres de feu dans le ciel avec des explosions. On croirait que c'est Moïse, les 10 commandements version Michael Bay. Non, mais c'est vrai, je vous déconne pas, hein. Il y a une explosion de lettres qui arrive. En plus, ça fait un peu les lettres rouges de l'Olympia, quoi. Ça fait vachement bizarre. Tu ne tueras pas avec une énorme explosion derrière. Tu dis ok. C'est sûr, là t'es vachement impressionné, hein. Mais oui, mais c'est vachement bizarre. Mais bien sûr, il n'y avait pas de son, alors qu'il fallait montrer visuellement que c'était important, quoi. Sachant que 2000 pour le spectateur était beaucoup plus connu pour ses spectacles, ses grosses fresques, mais pas forcément pour ses films dramatiques. Et je pense que ce film joue complètement sur les 2 tableaux, sur les décors importants, les foules, et l'ambiance épique, et sur le petit drame intimiste. La deuxième partie est du coup déséquilibrée parce qu'elle est beaucoup plus longue, elle est beaucoup plus lourde, elle est beaucoup plus classique, avec des systèmes, des trucs que vous avez vu ça dans des milliers de films, des quiproquos qui sont typiques du théâtre. Il y a une scène de mariage avec les 2 frères qui se disputent un peu une jolie femme, avec des plans de regard, des trucs. Vous avez déjà vu ça des tonnes de fois, mais c'est amusant de le voir comment ils le faisaient à l'époque. Et savoir que c'était les premières situations qui sont narrées de cette façon, qu'on a maintenant aujourd'hui, mais déclinées dans les séries, partout. Mais à l'époque, on se rapproche justement des premiers essais, des premières situations compliquées à mettre en place. Et un quiproquo, ça peut être très compliqué, hein. Quand il y a de plus en plus de personnages, il faut que tout soit bien narré, et ça, c'est pas évident. Alors je ne préfère pas trop vous révéler ce qui se passe dans cette deuxième partie, comment ça se passe dans l'histoire moderne, parce que j'ai dégusté ces petites histoires, vues et revues dans le cinéma d'aujourd'hui. Et se dire à l'époque qu'on a ces premiers récits qui sont comme ça. Et voilà, moi je savais pas du tout ce que j'allais voir en fait. Mais le scénario qui a été fait, c'était un truc de fou. Je pensais pas voir un truc aussi fou que ça. Et même, j'ai lu ça, j'ai juste halluciné. Alors, nous étions arrêtés au scénario des 10 commandements. Alors, et attendez la suite, hein. Comment le scénario a été fait, c'est aussi un truc de fou. Alors, le mec, il n'allait pas par 4 chemins pour être sûr que son prochain projet allait frapper de l'audience, allait faire du pognon, quoi. Eh bien, le mec, et je pense qu'Hollywood, il devrait faire ça un petit peu aujourd'hui, il a fait un concours de scénario à Los Angeles et a permis au public de soumettre des histoires. Et de ce que j'ai lu,
il a retenu un scénario d'un mec qui s'appelle Nelson, donc F.C. Nelson, un mec du Michigan, un mec qui travaillait dans les lubrifiants mécaniques. Il avait fait un scénario, il lui avait pitché le truc, il avait fait une phrase formidable. Et ça, c'est une phrase, ça pourrait être vraiment les 10 commandements de Michael Bay. Mais en plus, ça fait tellement Bryce de Nice, je trouve, c'est « Vous ne pouvez pas casser les 10 commandements, ce sont les 10 commandements qui vous casseront ». Ça, c'est de la réplique. Ça, c'est de la catchphrase. Vous ne pouvez pas casser les 10 commandements, ce sont les 10 commandements qui vous casseront. Je trouve ça formidable. Et le mec, il gagna $1000 pour cette ligne. Par la suite, il y a la scénariste Jenny McPherson qui transforma cette catchphrase en une histoire prête à être mise en image. Après un processus qui dévoila cette volonté de montrer un homme moderne violer les 10 lois divines. Voir, c'est croire selon la scénariste et je pense qu'elle a raison que le spectateur sera plus impressionné s'il voit comment les 10 commandements peuvent affecter notre société actuelle quand on les met en contact avec les gens qui la composent. La première partie, on sait ce qui va se passer, clairement, mais dans la deuxième, non. Et c'est ce qui devient intéressant. Je pense que si on trouve l'Exode super intéressant et qu'on délaisse, en fait, presque plus naturellement l'époque moderne, je pense qu'on n'a rien compris au film. Les gens qui ont eu cette réflexion, j'ai eu quelques critiques, ou comme par hasard, critiques françaises, n'est-ce pas ? Quelques critiques qui ont trouvé ça vraiment soporifique. Et en fait, c'est là où moi, je me suis le plus éclaté. Parce qu'on ne sait pas du tout où ça va aller. Et au fur et à mesure, on voit le cheminement, l'idée en fait de Cecil B. DeMille se profiler à l'horizon, tout en insufflant une dimension biblique à l'histoire. Quand j'y pense, alors c'est pas du tout un film que j'aime, mais un conte de Noël de Arnaud Desplechin pouvait aussi se rattacher à cette tendance de mythifier l'époque moderne. C'est peut-être pas super bien dit, mais oui, il y a une dimension mythique qu'on essaye d'insuffler à des histoires banales, des histoires classiques. J'ai été vraiment admirablement surpris. Après, inférieur au remake, c'est vraiment un autre type de film. Mais c'est super impressionnant ce qu'il a pu faire en 1923. Et ça, c'est une vraie idée, mais qui est aussi contestable parce qu'il va dans des directions dans lesquelles le remake n'ose pas aller. Donc c'est vraiment très différent. Par exemple, le Moïse de la version de 1923, c'est un vieux monsieur. Il est très vieux, c'est le père. Alors que dans la version de Cecil B. DeMille, Charlton Heston, il est pas vieux. C'est un homme bien viril et tout à fait normal. Bon, qui a un peu de barbe, mais bon, à l'époque, je pense qu'il l'avait beaucoup. Il se rasait pas tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment très particulier. La dimension biblique aussi est différente par rapport au remake. Avec l'époque moderne, elle est beaucoup plus explicite. On a un carton carrément avec les citations de la Bible directes. Donc à la place du parler classique qu'on met en carton, là il y a carrément Exodus 12-25 quoi. Nous avons aussi en même temps les scènes de la Bible un petit peu améliorées, j'ai envie de dire, par Cecil B. DeMille avec cette orgie autour de la fausse idole, cette orgie de sexe avec des femmes déludées et des hommes qui boivent du vin sur les jambes nues des femmes. C'est un luxe que je ne comprends pas, mais bon, à l'époque c'était le summum de la débauche sexuelle. Donc oui, alors c'est pas possible. Il faut neutraliser tout ça, toute cette diablerie. Alors il y a Papy Moïse qui descend de sa montagne et qui dit qu'est-ce que c'est que ce bordel. Voilà. Et la deuxième partie de l'histoire, on casse les 10 commandements, mais les 10 commandements nous cassent aussi un petit peu, nous, avec deux chemins différents pour deux hommes. La corruption, l'aspect mythologique et biblique et tragique se retrouve dans la deuxième partie, où c'est le plus odieux des deux personnages, des deux frères en fait, qui construit une église. C'est un mec pas très sympathique. Je crois que c'est Danny, il s'appelle Danny dans le film. Il me semble, je vais peut-être me tromper avec le nom de l'autre frère, mais je crois que c'est Danny qui dit à sa maman « Je m'excuse auprès de toi maman, mais pas auprès de Dieu », dit-il dans un carton. C'est très très fort quoi. Il y a du vice chez les jeunes qui ne croient pas du tout à Dieu. Alors que la vieille mère, elle se trimballe avec sa Bible au cas où si elle pouvait donner l'occasion de sermonner quelqu'un, c'est assez amusant. Tous les vices y passent, bien sûr montrés d'une façon tout à fait correcte. Nous sommes, vous savez, en 1923. Parce qu'aujourd'hui, on ferait des plans vachement orduriers, je pense. Et le film continue avec cette mise en parallèle des 10 commandements, voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Et c'est en fait très moralisateur ce qui se passe. L'héritage biblique n'est pas du tout suivi par nos contemporains. On nous renvoie à notre quotidien,
à l'insouciance de la jeunesse, en pleine exaltation. Il leur faudrait une bonne dose de Bible, comme on dit avec mon frère. Une bonne dose de Bible. Comme si ça pouvait se boire, la Bible, n'importe quoi. Du fait de la période de la post-première guerre mondiale et des scandales qui sont apparus à Hollywood, je vous rappelle ce scandale de Fatty Arbuckle, qui était un acteur qui avait joué, il me semble, avec Buster Keaton. Il y a eu une affaire de viol très médiatisée qui amena plus tard à d'autres éléments, à l'élaboration du code de censure tenu par William Hayes. C'est vraiment quelque chose de très important. Eh bien, je crois que la Paramount, ils ont été assez chanceux en faisant la promotion de ce film, qui est une combinaison habile oh le lapsus! Une combinaison habile, parce que je voulais dire habile, c'est pas mal. Moi je garde. Oui, donc de la Bible comme source, habile de la Bible comme source, et un épisode contemporain, comme une mise à l'épreuve de cette source, qui se termine par l'homme droit, qui va leur donner une bonne dose de Bible. Et on commence et on termine l'histoire contemporaine par la lecture de la Bible. Et cette femme qui a pu être sauvée par les saintes écritures et par la foi. Et elle repose sur les mains de l'homme droit. Elle ne l'embrasse pas. Ça montre très bien que nous sommes ici dans une conception du couple chaste, pieux, avec un X, bien entendu. Oui, une fin symbolique. La boucle est bouclée et les pécheurs doivent pécher. Donc je ne juge pas vraiment le message religieux, car c'était plus commun à l'époque. Et puis, mais il n'y a pas de mal aussi à ça. Je vois pas pourquoi on devrait dire « Oh là, mais c'est scandaleux et tout ça ». Non, parce que le film, il est aussi issu d'une période et il est fait par des Occidentaux. Et ce n'est pas un mal non plus d'avoir cette morale religieuse qui vient et qui, honnêtement, n'est pas une mauvaise chose quand on suit à peu près ses principes. Quelqu'un de moral est toujours quelqu'un d'assez apprécié. Alors quelqu'un qui fait la Zanzibar et qui fait n'importe quoi, excusez-moi, mais moi, j'ai pas envie de parler avec cette personne. Enfin après, ça c'est mon goût, mais moi je n'ai aucun problème avec les messages religieux, surtout des messages qui véhiculent le respect de l'autre. Les 10 commandements sont quand même des lois qui sont bien humaines, je trouve. Ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas renier ses parents ou des choses comme ça. Honorer ses parents, je crois que c'est ce qui est dit dans un des commandements. Je vous fais pas la liste des commandements, je les ai plus en tête, mais ce sont quand même des lois qui sont assez positives, qui doivent normalement amener l'homme à être un meilleur homme et à aider son prochain. C'est quand même des choses qui sont positives, alors je vois pas pourquoi il y en a qui s'offusquent, parce que oh là là, honnêtement, à l'époque, il n'y avait pas tout ce ramdam qu'on a autour de l'islam aujourd'hui ou d'autres religions ou de variantes, des fois de très mauvaises variantes de toutes les religions qu'on a aujourd'hui. Si ça existait, c'était extrêmement réduit, alors que maintenant ça va dans tous les sens et c'est vraiment un film d'une autre époque. Et c'est en cela que moi je l'accepte complètement et j'accepte les messages religieux. Je pense qu'en fait, je ne vois pas où est le problème. On a le droit de parler ouvertement de sa religion et de faire des films qui prônent les valeurs perçues par la Bible ou dans tout autre écrit sacré. Mais je pense que c'est vraiment la réception d'aujourd'hui qui a changé notre morale et qui a changé aussi notre rapport à ces films-là. Je vais rapidement parler des personnages, je n'ai pas grand-chose à dire, souvent ça revient un peu à la même chose dans les films muets. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on ne commence pas par montrer Moïse. C'est-à-dire qu'aux yeux du spectateur, dans l'aventure narrée, on ne connaîtra pas les origines du héros en premier. On va le découvrir par la suite. Et c'est un parti pris narratif qui est intéressant. On présente d'abord le danger, avant de montrer le libérateur. Et c'est un libérateur qui, comme je le disais, est très âgé. Theodore Roberts joue Moïse à 62 ans. On voit pas du tout Moïse dans sa jeune vie, ça n'existe pas. Là, il a déjà le bâton, c'est un vieux fou, bien âgé, et c'est la figure du père. Ce qu'on peut noter par contre, c'est que, comme dans la version de 56, déjà en 23, il avait un grand talent, Cecil B. 2000, pour diriger les foules. Ici, c'est confirmé, il caractérise les foules en se focalisant sur des personnes, puis en revenant sur le groupe entier. Comme il avait fait dans la version de 56. La sortie d'Égypte est très semblable, c'est assez dingue. Aujourd'hui, bien des fois, on a quand même des foules numériques. Eh bien, ici, ce n'est pas le cas. Donc il doit caractériser la foule bien comme il faut, ici ça marche
extrêmement bien, je trouve. Bien sûr, dans une conception 1923. Mettez-vous bien ça en tête. Vous ne pouvez pas avoir un regard contemporain sur ce film-là. Il faut essayer de se projeter. Et ça, c'est pas facile. Même moi, des fois, j'avais un peu du mal. Mais étant donné que j'en regarde si peu, je suis toujours, tout d'un coup, frappé par la foudre quand je regarde un. Parce que je vois à quel point notre cinéma a complètement muté. On peut même pas parler de changement, il a muté. Il y a eu des bras qui ont poussé un peu partout. Oui, c'est dingue. Franchement, là, c'est tellement différent. C'est très, 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 très clair ce qu'il nous montre, avec des plans généraux. L'histoire moderne, on a une dimension théâtrale qui reflète un peu les valeurs traditionnelles, avec des jeux d'acteurs qui sont très très forts, jeux théâtral bien entendu, jeu de l'époque. On a un mec qui est méchant, il fait des yeux de méchant et ça s'arrête là et on comprend en fait. Les acteurs compensent en fait le manque de son par des expressions faciales et de la gestuelle exagérée. C'est évident, c'est très classique. Les personnages sont centrés dans le cadre, c'est super théâtral, qui peut être intéressant si on aime bien les acteurs, mais moi je connais pas forcément tous les acteurs. Alors bon, il y a 2-3 personnes que je trouvais assez intéressantes. Les deux fils, ils sont super intéressants. Il y a 2 femmes qui sont vachement bien. Enfin bon, on les voit pas tellement, mais bon, c'est quand même pas mal. Il y a la sœur de Moïse, qui a une beauté blanche magnifique, et on a aussi une maîtresse eurasienne jouée par Nita Naldi, dans la grande tradition des mauvaises femmes chez 2000, un peu une femme fatale, voilà. Parce que la deuxième partie, c'est quand même du drame. Et à l'époque, ils avaient fait un truc, ils avaient osé dire un machin, aujourd'hui ça passe plus. À part pour des comédies très parodiques, mais aujourd'hui ça passe plus. Attention, mi-française, mi-chinoise, un mélange plus détonnant que la nitro. Si les Chinois entendaient ça, parce que la femme, c'est la femme fatale, quoi. Aujourd'hui, ça ne passerait franchement plus. De même qu'à l'époque, on fumait comme des pompiers, dans le film. Aujourd'hui, on peut plus, parce qu'il y a des lois et tout ça. Je crois qu'aux États-Unis, le film, il passe plus, il est coupé, On tranche dans l'art. Voilà, et on a ces 2 fils, voilà, qui se moquent ouvertement de la religion, qui vénèrent de fausses idoles, ils en rient. En fait, il y en a un qui va pratiquer tous les vices interdits par les 10 commandements, désir, corruption, violence, mort. Voilà ce qui arrive quand on ne va pas dans le droit chemin. C'est un assez bon drame pour l'époque du muet, ça marche très très bien, et franchement, ça pourrait même faire un super film aujourd'hui. Une superbe histoire. C'est-à-dire on a un début complètement épique avec la traversée de la mer Rouge et des trucs de fou, et après on a une histoire contemporaine. Ça pourrait marcher. C'est ça qui est dingue. Et les dernières 40 minutes, elles sont folles. Moi, j'ai adoré les dernières 40 minutes. Alors, c'est vrai, 40 minutes, c'est long, mais franchement, il y a plein de trucs intéressants. Les scènes sont vachement bien. Il y a des jeux de lumière formidables. J'y reviens juste après. C'est aussi monolithique, aussi fixe qu'en 1956. Il n'a pas évolué vraiment dans sa mise en scène. Il y a plus de mouvement dans la version de 56, plus d'effets de profondeur, mais ça reste un jeu très fixe. À noter une chose intéressante, c'est que dans la version de 1923, il y a 2 personnages qui se retrouveront dans la version de 1956. La femme du pharaon, qui fait un nouveau rôle dans la version de 56, et le garçon qui joue le fils de pharaon qui va travailler dans le département son du film de 56. Ainsi que le monteur aussi. Le monteur de la version de 23, c'est aussi le monteur de la version de 56. 30 ans plus tard, il revient. Mais c'est incroyable, moi je trouve que c'est vraiment fou. Il y a un lien, mais je ne suis pas en train de dire que ce film-là est moins bien que la version de 56. Parce que ce film, attention, c'était une production majeure de l'époque. Il y a un énorme travail de composition des cadres, travail de profondeur aussi. Dans certaines scènes, c'est assez amusant parce que bien sûr, ils n'étaient pas en cinémascope. D'ailleurs, la version de 56 ne l'est pas non plus. Donc en ratio 1:37, une image carrée, des fois, ils font jouer des choses sur la profondeur de champ. Par exemple, quand il y a le fils qui est mort, le fils de Ramsès, il y a un des gardes, il me semble, qui vient l'amener dans la profondeur de champ, dans une espèce de couloir un peu mal éclairé. Le fond est complètement lumineux, c'est vachement bien comme lumière. Il y a un super travail de lumière comme révélation. La lumière comme révélation, la Bible, faut pas chercher plus loin, c'est très classique et ça marche très très bien et c'est complètement cohérent avec les propos du film. Il y a une composition aussi ultra spectaculaire de certains plans d'action que Ridley Scott a repris, mais complètement dans son film Exodus. Je pense à un travelling latéral sur la plage. Alors, est-ce que c'est une citation ? Est-ce que c'est tout simplement un pur hasard ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va le citer dans des interviews. Mais alors là, vous regardez le plan là et vous regardez ce plan-ci, ce sont les mêmes.
quasiment. La même direction des chars, la même profondeur aussi, sauf qu'il y en a un qui est vrai et un autre qui est virtuel. C'est super amusant en fait de voir une telle différence aussi dans les façons dont c'est fait. Ça stimule énormément et on se rend compte là que notre cinéma aujourd'hui a complètement dégénéré. Mais tout, partout, le jeu d'acteur, les caméras, les effets spéciaux, le montage, tout est survitaminé. Moi je trouve ça fascinant de voir ça. Après, je ne sais pas ce que je peux en conclure, mais ça me stimule en fait de voir des vieux films pour me rendre compte en fait qu'aujourd'hui on n'a rien inventé et qu'avant déjà ils avaient des idées, de vraies idées de scénario et de vraies idées de mise en scène. Les cartons sont vécus un peu comme des leçons, avec certains cartons qui sont stylisés comme dans Intolérance, correspondant à son époque, des cartons qui véhiculent des messages très pieux. Mais dans le genre pieux, avec un X, bien entendu. Il y a des décors qui sont impressionnants, des masses d'esclaves dans des plans généraux, qui tirent la caméra à un moment, ils tirent un gros bloc de pierre, et la caméra est sur ce grand bloc de pierre, donc la caméra bouge, puisqu'à l'époque c'était une caméra qui était quand même un petit peu lourde. Et déjà, rien que le troisième plan, il envoie déjà du lourd. On a d'imposants décors dans un plan, on situe spatialement les deux premiers plans d'avant, on spatialise la scène. Les mecs, ils avaient déjà une superbe idée par rapport à montrer le décor et comment interagissent les personnages dans le décor. On se perd jamais. Ça, c'est formidable. L'entrée de la ville de Ramsès fut un immense chantier. Des centaines de charpentiers et de peintres se sont rassemblés pour construire cette bâtisse. À ce que j'ai lu, cette version de 23 a été réutilisée dans la version de 56. Je ne suis pas certain, mais il me semble que j'ai lu ça dans quelques critiques américaines, d'importants décors qui seront bien sûr surpassés par de grosses productions à l'époque, un peu plus tard, Ben-Hur en 1925 il me semble, et Le Roi des Rois en 1927. J'ai entendu parler de 2500 figurants. Je ne suis pas sûr que ce soit le nombre parce que quand je vois le film, j'ai pas l'impression qu'il y ait 2000 figurants. Pour le départ d'Égypte, bien entendu, avec toute une organisation pour les faire tenir. Les comédiens étaient dans des tentes et les figurants dans des grands halls. Il y avait des tonnes de foin consumés par les animaux par jour, des tonnes. Un système de communication pour le tournage facilité par des téléphones de l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Donc ils ont repris ça pour communiquer. C'est quand même un peu plus facile parce qu'à l'époque, t'avais pas les talkie-walkie, donc c'était un peu compliqué de dire le figurant du fond, il faut aller plus vite. Là, c'est difficile, donc on est encore à l'époque où les mecs ils se démerdaient comme c'est pas possible. Et le plan de la sortie d'Égypte, il est exactement le même que celui de 56. Là, on peut vraiment parler de remake dans la version de 56. On refait le plan général de la sortie. C'est vachement bien, surtout avec bien sûr ces plans individualisés de la foule. Vraiment, il y a la couleur en plus en fait. À ce que j'ai lu, il y a 6 directeurs de la photo qui sont passés derrière la caméra. Ça fait beaucoup. 4 ont été crédités comme techniciens, non pas directeurs de la photo pure. Ils ont fait quelques inserts aussi avec un photographe qui s'appelle Edward S. Curtis. Je ne connais pas du tout. Et ils ont fait aussi des plans de couleur. Parce que je vous rappelle que la couleur, c'est quand même un procédé qui était au point pour des sorties plus massives, je crois, à fin des années 30, avec des films du style... vous avez... voyons, Le Magicien d'Oz, mais à l'époque, ils pouvaient déjà colorier à la main, ce qui est très compliqué, enfin c'est très long. Et ils avaient aussi des systèmes de bichrome ou trichrome qui étaient un peu difficiles parce qu'ils devaient mettre plusieurs bobines ensemble et donc ça faisait des bobines extrêmement épaisses. Je vous renvoie, parce que j'en parle un tout petit peu mieux sûrement, à la critique de The Black Pirate que vous avez sur la chaîne. Mais ici, ils avaient essayé de filmer en couleur, truc de fou, avec un mec qui s'appelle Ray Renaham. Et 2000 lui proposa quelque chose. S'il aimait ce que Renaham avait fait, il pourrait utiliser le procédé bichrome donc pour le film gratuitement. Ça c'est formidable, car on était encore à cette époque, 1923, dans une phase d'expérimentation. Et on revient encore là à ce que je vous disais aujourd'hui, les blockbusters osent énormément de choses d'un point de vue technique. Quand on creuse, le scénario aussi, mais techniquement, il y a toujours des expérimentations dans les blockbusters qu'on a actuellement, des expérimentations en son, en images, en tout. Franchement, oui, faut pas croire qu'ils sont si frileux que ça. Mais 2000 préféra l'artisanat en fait, l'aspect créé par le processus de couleur Hans Schweigl. Ça c'est un nom bien de chez nous, c'est un nom bien allemand.
processus de couleur Hans-Schweigel. Voilà, ça c'est le nom du processus, le processus Hans-Schweigel, qui avait créé ce procédé sur la production d'un de ses films antérieurs. C'est un processus d'impression de couleur artificielle dans des zones de l'image appliquées au noir et blanc. Franchement, là, je vous traduis le Wikipédia anglais parce qu'il n'y a rien en français. C'est un procédé vachement compliqué. J'ose pas vous dire de conneries parce que quand j'ai lu le texte en anglais, je comprenais même pas ce qu'il voulait dire. Pour que vous reteniez, c'est une technique d'impression sur des zones de l'image. Par extension, on peut imprimer sur l'image entière, mais ça doit être un peu plus compliqué. Mais sachez que la séquence de la traversée de la mer Rouge a été faite avec cette technique. Mais bon. Vous le savez très bien qu'en ce qui concerne la couleur, on sait qui a gagné la bataille. C'est certainement pas le processus de couleur Hans-Schweigel. Donc, quand on voit les chars arriver, la célèbre scène où on a tous les chars qui arrivent, eh bien, ce sont 600 chars qui arrivent comme ça et c'est filmé comme dans Exodus. Enfin, je devrais dire plutôt que c'est Exodus qui a filmé comme dans ce film-là. Les chars sont construits en vrai, bien entendu. À l'époque, quand vous voyez des tonnes de soldats arriver, ce sont de vrais soldats. Et on a dans un plan général des chars qui se cassent la gueule dès le début de la séquence, dès le début de la sortie. C'est super amusant. Les chars, ils tenaient à peine debout. Alors, il y en a qui étaient bien comme il faut et d'autres qui se cassent la gueule. Et t'as les mecs qui savent plus redémarrer leur machine, quoi. En façon de parler. Moi, je trouve que c'est super amusant. C'est super impressionnant également. On a la séparation de la mer Rouge, c'est vachement fort ce qu'ils ont fait pour 1923. C'est, je pense, honnêtement, une séparation des eaux qui a été un peu un procédé similaire qu'ils ont utilisé pour la version de 56. Faut savoir que j'ai vu la version de 56 et j'ai fait la critique avant de voir la version de 23. Je vous renvoie à la critique du film de 56 pour plus de détails. Mais ce qui est différent ici, c'est qu'on a la séparation, mais sans les incrustations des Hébreux qu'on a dans la version de 56. Ce n'est pas présent dans la version de 23. On a des plans de réaction. On montre des gens ébahis, et après on a le miracle seul dans un plan. Mais on a un plan où ils sont en train de traverser, et ce plan-là, il est vachement bien. On a les eaux qui sont séparées, et on voit une foule au milieu qui est en train d'avancer. Et on a aussi la barrière de feu, qui retient les chars, dans une surimpression, c'est assez habile en fait. On a des effets spéciaux où on casse l'idole avec des éclairs, on a des plans de mort aussi avec l'idole, on a des scènes violentes quand même, on écrase un homme. Ah oui, alors ça c'est énorme. On écrase un homme. Alors bien sûr, le mec il se fait pas écraser, mais on a un gros plan où on le voit ensanglanté, puis un plan sur la roue. Puis ensuite, et c'est là que c'est génial, un plan où on a la personne et la roue qui s'approchent et on a un tilt vertical, c'est-à-dire un panoramique vertical où on ne montre pas l'écrasement mais le plan continue et on voit la plateforme se déplacer tout le long du plan, c'est-à-dire que le mec il est en dessous mais ils ont pas coupé le plan et ça c'est formidable et on voit déjà qu'il y a une esthétique du hors-champ et de la violence à l'époque mais c'est formidable. Moi je trouve ça complètement jouissif de voir tant d'inventivité de la part déjà des mecs en 1923. Il y a un plan aussi dans la version contemporaine, c'est un plan où on arrache les rideaux, c'est du Hitchcock, c'est du pur Hitchcock. Franchement, dans la deuxième partie, c'est moins épique, mais il y a des trucs par ambiance qui sont formidables. Et on joue sur les contrastes de lumière de façon vraiment brillante. Il y a des travelling aussi qui sont très intéressants dans la version contemporaine. Une caméra, par exemple, qui est sur un élévateur dans un chantier. Cette fameuse église que le méchant construit, eh bien, on a le charpentier, le gentil frère, qui est tout en haut de l'édifice. Et on a l'élévateur qui monte très vite et on a la caméra qui filme vers le haut, vers le ciel. Et on a, voilà, en contre-plongée, le Johnny, donc le gentil s'appelle Johnny, donc l'autre c'est bien Danny, le Johnny qui regarde la caméra et qui tend la main pour prendre la personne qui est en train de regarder. Ça choque en fait, parce qu'il y a tellement peu de mouvement que tout d'un coup on a un truc comme ça qui arrive et c'est génial. On a aussi une musique. Alors vous savez très bien qu'à l'époque, la musique ça n'existait pas vraiment. On a une composition qui a été créée pour le film, une musique d'orgue avec ma version, mais il semble que ce soit réellement la vraie composition. Mais comme souvent, étant donné qu'il n'y a pas d'autre son, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vous invite vraiment à regarder ce film et à mettre n'importe quelle autre musique pendant que vous êtes en train de regarder. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, il y a une scène où il y a l'église, une scène assez épique. Eh bien, j'ai mis Rendez-vous numéro 2 de Jean-Michel Jarre et ça allait vachement bien avec. Franchement, faites-vous plaisir, faites-vous une petite sélection de musique qui peut
voilà, avoir un aspect un peu biblique, et vous regardez le film et ça passe comme une lettre à la poste. Franchement, ça passe vraiment comme une lettre à la poste. Le film fut à l'époque une grosse attraction. Un peu plus de 4 millions de dollars rapportés. C'est énorme. Par rapport à aujourd'hui, on dirait « Mais ce film est un échec !» Non. À l'époque, c'était vraiment du lourd. Mais 2000 se barra de la Paramount. Mais pour revenir en 32, parce que là, je vais vous faire un petit côté scandale et tout ça, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des conneries. Parce qu'aujourd'hui, on s'offusque. Ouais, ce film, c'est n'importe quoi. Les studios, c'est des pourris et tout ça. Mais attendez, mais à l'époque, c'était exactement la même chose. Parce que 2000, bon, il partit de la Paramount, mais il revint en 1932 pour constater qu'on avait pris des plans de son film pour un espèce de film anti-bolchevique qui s'appelle les The Forgotten Commandments, c'est-à-dire les commandements oubliés. Tu dis quoi, un film anti-bolchevique? Mais vous vous foutez de ma gueule? Non, mais voilà, c'est n'importe quoi. Alors bien sûr, tellement dégoûté par ce qu'avait fait le studio, son film est devenu obsolète, ce qui peut être. Elle lui a donné vraiment envie de le refaire en 56. Un film de plus de 3 heures, une sorte de blockbuster biblique en VistaVision. Le terme blockbuster ne pouvait pas vraiment être utilisé à l'époque, puisque le blockbuster c'est aussi un film qui se base sur des données statistiques. À l'époque, c'était pas vraiment le cas. Mais dans sa dimension extrêmement coûteuse, chère, grand public, mondial, eh bien on peut éventuellement parler de blockbuster. Mais sous réserve de la connaissance de la vraie définition du blockbuster. J'ai terminé cette critique, mon Dieu. Alors il y a quelques trucs que je ne vous en ai pas parlé, parce que c'est assez compliqué pour moi de tout traduire de l'anglais direct. Vous pouvez vous en douter, aucune information en France concernant ce film. J'ai cherché sur les critiques anglaises, il y a au moins 95% de toutes les notes que j'ai pu trouver qui était en anglais, donc c'était un peu compliqué, mais c'est un excellent film. C'est une bonne surprise moralisatrice, un bon film muet, et je ne pensais pas avoir autant de qualité dans un film de 1923. Voilà, parce que ça date tellement, mais le film il est bon. Et pour cela, moi je lui mets un 14 sur 20. Honnêtement, il est bon, c'est un bon film muet. Voilà, je voulais aussi vous prouver que parler des vieux films pouvait être aussi amusant que parler des récents. Voire plus, mais le boulot peut être aussi un peu plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations sur les vieux films que sur les nouveaux. Même, j'ai envie de dire, beaucoup trop. Donc, j'espère que ça vous aura plu, cette critique. Encore une fois, une critique extrêmement longue, mais je veux pas me bloquer. Tant que je peux poster de vidéos longues, je les laisse par rapport aussi au texte. Si le texte il fait 10 pages, eh bien la vidéo elle sera en conséquence de ces 10 pages. Je ne veux pas me frustrer. Je ne veux pas frustrer mon temps de parole, et vous savez très bien que quand vous allez voir des vidéos sur ma chaîne, ce sont des vidéos qui font généralement 15 minutes ou plus. Donc vraiment, voyez ça comme un podcast audio. De toute façon, je ne sais pas à vous convaincre si vous êtes déjà arrivé à la fin de la vidéo. Mais oui, il y aura des vidéos très longues, comme celle-ci. J'espère que ça vous fait pas peur. Quant à moi, ça me permet de vraiment libérer la parole, d'être en improvisation aussi certaines fois. Là, le texte que j'ai en face de moi, il est assez construit parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Mais moi, ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir aussi de parler des vieux films. Comme disait un copain, Alexandre, que vous avez déjà eu dans quelques analyses, faut rendre les vieux films sexy. Et ça, je suis totalement d'accord. Ce n'est peut-être pas la meilleure définition du but de ma chaîne, mais c'est un des objectifs aussi. C'est avoir un regard rétrospectif sur un passé qui n'est pas à foutre à la poubelle. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre soutien, de me suivre, ça me fait vraiment très très plaisir. J'espère que ces vidéos ça vous intéresse, que justement que le format long vous intéresse aussi pour voir les choses développées et sur la longue durée, de voir aussi des vieux films. J'espère que ça vous plaît. Moi je me décarcasse vraiment beaucoup pour vous proposer des podcasts. On pourrait presque vraiment parler de podcasts que de vidéos, des vidéos de qualité. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!